Bonjour à tous. On voit que les jours déclinent, hein, ma petite lumière devient trop faible pour m'éclairer pour ma pauvre caméra. C'est là on va parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. J'avais déjà fait une vidéo puis elle m'avait pas plu alors je l'avais jetée. Et là c'est l'occasion ou jamais de profiter pendant qu'il y a les mauvais agriculteurs qui font chier en brûlant des pneus pour défendre leur modèle agricole que plus personne ne veut et que tout le monde dénonce et qui se battent pour le préserver à tout prix, pour le droit de continuer à détruire, à polluer et à crever, puisque c'est ce modèle-là qui les ruine et qui les empêche de gagner leur croûte, parce qu'ils produisent massivement de la merde qui se vend au prix de la merde, voilà, c'est tout. Ce ne sont pas des gentils agriculteurs qu'on veut brimer et tout. Non, ce sont les mauvais agriculteurs qui refusent d'évoluer, qui entrent en résonance avec ma précédente vidéo où je dis qu'il faut sauver les agriculteurs qui veulent l'être et ceux-là ne le veulent pas. Ce sont ceux qui ne veulent pas être sauvés. Ceux-là, ils veulent qu'on organise le marché pour leur permettre de continuer avec leur modèle que plus personne ne veut, que tout le monde dénonce, que tout le monde critique, que tout le monde rejette. Voilà. Donc ce sont les mauvais agriculteurs dont on doit se débarrasser. Donc c'est l'occasion ou jamais, puisqu'on parle de pesticides là, et, et je ne suis pas tombé de la dernière pluie sur le sujet. Vous allez comprendre comment et pourquoi. En 98, je vivais sur le domaine d'un ami dans le Volvestre, un gros domaine. Salut François. Un gros domaine qui était au sommet d'une colline. Et le domaine faisait les deux pans de la colline jusque dans les ruisseaux qu'il y avait au bas des deux talus, quoi, au bas des deux collines. Ça faisait un domaine d'un seul tenant, il devait y avoir, je sais pas, 120 hectares. C'était quelque chose d'assez considérable. Et là, on venait de faire le tour du domaine à cheval, les deux. Moi, je m'occupais du domaine parce que lui avait des activités professionnelles à côté. Et donc, je faisais ce qu'il y avait à faire sur le domaine pendant que lui faisait ses activités professionnelles. Et là, on était côte à côte à cheval. On avait fini devant le petit lac d'irrigation qu'il avait réalisé en dessous de la maison. Je ne sais pas quelle surface, un lac de 3000 mètres carrés, quoi, un petit lac. Et là, tout d'un coup, il me dit, c'est dommage toutes ces algues. Si j'avais les moyens, j'y mettrais bien 20 litres de glyphosate, ou de Roundup. Il m'a dit de 20 litres de Roundup à l'époque. Et moi, je lui dis, du Roundup, t'es fou, tu sais ce que ça pollue, cette merde? Et lui me dit, ah, ça pollue pas, ça devient du sel. J'ai dit, peut-être que ça devient du sel, mais en attendant, c'est actuellement le principal problème qu'on a, tellement ça pollue. On était en 98, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Depuis, la consommation de Roundup a encore explosé, alors que c'était déjà le principal problème à l'époque. Donc il n'y a qu'à imaginer, quoi, je veux dire. Hein. Et là, sur ces entrefaites, je suis entré dans l'eau avec le cheval, qu'il a traversé à la nage avec moi sur son dos. C'était une belle grosse jument appelée Floralie, un cheval absolument fantastique. Qui m'a détesté parce que malheureusement j'étais un piètre cavalier indigne d'elle et donc elle m'aimait pas trop. Elle m'aimait bien en tant que pour la caresser puis lui donner des pommes, mais pas pour monter dessus. C'est- Et donc voilà, on a traversé le lac puis on est rentré à la maison. Ce, euh, ce type, c'est pas n'importe qui parce que son père. Je donne pas les noms, hein, ceux qui sont intéressés les trouveront. Voilà, les références que je vais donner, je veux dire, sont pas bien compliquées à trouver. J'étais arrivé là dans le coin parce que son père a été directeur de la station fédérale de recherche agronomique de Changin en Suisse pendant 25 ans. Il était détenteur d'une chaire de biologie à l'université de Lausanne est directeur de recherche dans le même laboratoire que la doctoresse Kousmine qu'il a côtoyé pendant 25 ans. Donc je veux dire, voilà, ça tombait pas de nulle part. On était quand même dans un milieu où la biologie n'était pas quelque chose de particulièrement étranger. Et moi j'étais venu là parce que son père, donc le fameux ex-directeur de la station agronomique de Changin, m'avait embauché comme régisseur de la future ferme pédagogique qu'il voulait réaliser au bord de la Garonne, juste en face de l'actuel village gaulois, qui à l'époque n'existait pas.
Il s'est fait pendant que j'étais là, pendant qu'on essayait de faire naître ce domaine, euh, malgré les aléas. J'ai même donné des coups de main avec le tractopelle au village gaulois avant qu'il soit un village, hein, juste quand ils sont arrivés, parce que bon, ben, voilà, ils avaient rien, hein, ils sont arrivés là comme des Gaulois, quoi. Hein. Alors, je leur ai donné un petit coup de main. C'est sympa, hein, quand même. Voilà, le village gaulois, c'était vraiment un truc. Les voir carder la paille avec leur cardeuse pour faire le chaume des toitures, les voir piler le torchis pour faire les murs, mais c'était hallucinant. Franchement, j'ai adoré. Hein. Le village gaulois, c'est quelque chose de fabuleux. Si vous avez l'occasion d'y aller, ne vous gênez pas. Moi, je l'ai vu en construction. Je les ai vus construire comme les Gaulois. Et c'était vraiment. Alors bon, ils avaient des pioches modernes, hein, je veux dire, ils ne sont pas amusés à forger leurs métaux puis leurs machins, hein, je veux dire, voilà. Ils ne sont pas allés jusque-là, mais ils ont construit selon les techniques de l'époque, et c'est assez fantastique. Et donc là, j'étais là parce que il y avait un domaine bio, une ferme pédagogique bio qui était censée se construire et dont j'étais le régisseur. Et comme ça n'allait pas du tout avec son père, c'est François qui a hérité de moi avec qui je m'entendais très bien, donc son fils, et on s'est retrouvés sur le domaine. Donc vous voyez que l'histoire du glyphosate, pour moi, ça m'est pas étranger, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est une vieille histoire. Et donc, en fait, pour moi, le glyphosate, le cirque qu'on fait aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Parce que, non pas en tant que pesticide, le glyphosate est un pesticide, c'est pas les pesticides. Et c'est absolument pas le pesticide le pire. C'est celui sur lequel on se focalise, alors qu'en fait, c'est sûrement le moindre. Même si sa prévalence dans l'environnement est la plus forte, s'il est systématiquement présent partout, ça ne signifie pas que ce soit le plus dangereux, le plus toxique, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense, moi, que cette histoire de toxicité du glyphosate, c'est Monsanto qui l'a lancé. Parce qu'à l'époque, en 98 déjà, on attaquait le Roundup, mais on l'attaquait sur sa prévalence systématique dans l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement était sursaturé, ça c'était factuel, c'était non, c'était indéniable. Euh, et donc, ça faisait que si quelqu'un avait décidé de l'interdire, il aurait été légitime à le faire. Rien que du fait de la saturation dans l'environnement. Ça, Monsanto n'aurait rien pu faire là contre, puisque si un produit chimique présume potentiellement toxique, même aux effets inconnus, est présent partout dans l'environnement, ce seul fait à lui seul justifie de l'interdire. Alors, il a été déterminé qu'il faudrait prouver sa toxicité. Et ça, moi, je pense que c'est Monsanto qui a lancé cette affaire, tout simplement parce que pendant qu'on tergiverse, sur le fait, sur sa cancérogénéité, ben Monsanto peut le vendre. Alors ça fait des milliers de procès, ça coûte des fortunes, mais pendant ce temps, eux, ils bourrent derrière. Hein. Les procès, ils peuvent durer 20 ans, puis pendant 20 ans, ben, ils vendent. Hein. Donc plus on en parle du cancer, et puis plus ça marche. Alors qu'il n'existe aucune étude de très grande ampleur qui puisse démontrer la toxicité du glyphosate. Il y a une enquête, une étude, mais qui est d'ampleur assez réduite, mais qui est plausible, française, qui est apparue récemment, il y a un an, peut-être un an et demi. Je vous mettrai le lien en dessous, qui montre une potentielle prévalence plus élevée du lymphome non-hodgkinien chez les personnes qui sont exposées au glyphosate. Je ne parle pas de l'étude de Serralini, sans qu'elle soit complètement anti-scientifique. Il était évident que de bourrer à 5000 fois la dose des rats qui ont été scrupuleusement sélectionnés pour leur sensibilité au glyphosate, ça allait leur donner des problèmes. Il n'y aurait pas eu besoin de faire une étude pour ça, il n'y aurait eu qu'à me demander, j'aurais pu le dire aussi. Hein. Donc en fait, ça veut dire que sa validité scientifique est quand même douteuse. Voilà, c'est le fait, si vous buvez un verre de glyphosate tous les matins puis que vous tombez malade, ça signifie pas que le glyphosate soit toxique. Hein. Faut être clair. Hein. C'est pas,
Donc, c'est pas une preuve, hein, la dose fait le poison. Et donc, ça fait qu'il n'y a rien de concret qui démontre ça. Alors, il y a des croyances, par exemple, dans le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, il y a cette espèce de fumisterie qui a tourné en boucle, où on voit une mère qui témoigne que son enfant est mal formé parce qu'elle aurait utilisé du glyphosate à un moment X de sa grossesse. C'est absolument du n'importe quoi. C'est une injure envers les millions d'enfants dans le monde qui ont le même problème, mais dont les parents n'ont jamais été confrontés au glyphosate. Et c'est une injure aux millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas ce problème, mais dont les parents sont agriculteurs et utilisent massivement du glyphosate. Donc je veux dire, c'est absurde, c'est complètement absurde, ça n'a rien à voir. Je dis pas que c'est même pas le même cas, mais je dis que ça n'a rien à voir. C'est non représentatif de quoi que ce soit, ça ne signifie absolument rien. C'est pas parce que quelqu'un a utilisé une fois dans sa vie du glyphosate que son enfant est mal formé. Faut arrêter avec ça. Donc il n'y a aucun fait concret qu'on puisse imputer. Il y a des tas de gens qui font analyser leurs urines. Et puis, on trouve du glyphosate dedans, à des doses qui sont tellement infinitésimales que de toute façon, les labos ont beau dire que c'est absolument sans importance, personne ne les écoute. Puis en fait, tout ce que ça prouve, c'est que les reins filtrent très bien le glyphosate. C'est tout, ça prouve pas que ça le rend, qu'il est toxique. Et donc, pendant qu'on tergiverse, eh ben, ça fait que Monsanto peut le vendre. Il n'y a plus personne qui pourrait s'opposer maintenant au glyphosate sur sa simple saturation dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'en Autriche, on l'a interdit. Pourquoi? Parce que l'Autriche a un gouvernement populiste. Il a fallu qu'il y ait un gouvernement de merde pour avoir une idée de merde, quoi. Voilà, c'est logique, quelque part, hein. Donc ça démontre à quel point le sujet en lui-même est populiste et absurde et contraire à toute logique. Le fait de l'avoir interdit en Autriche va contraindre simplement les agriculteurs à utiliser autre chose qui sera pire, puis on mettra des décennies avant de réaliser que c'est pire, et puis voilà, c'est tout ce que ça va changer. Donc ça ne résout absolument pas le problème des pesticides. Alors que les pesticides, il faut le savoir, on ne s'en passera jamais. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. On ne pourra jamais se passer de pesticides. Ceux qui pensent qu'on peut se passer de pesticides, qui prennent en exemple le bio, sont des gens qui n'y connaissent rien, tout simplement, hein, je vous le dis, n'y connaissent rien. Ou alors qu'ils ne réalisent pas qu'en fait, ceux qui produisent en bio aujourd'hui, s'ils ont une certaine réussite, même avec des rendements plus faibles, mais peu importe. Mais s'ils ont une réussite en production bio, c'est parce que dans le monde entier, il y a une lutte systémique contre les ravageurs qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'agriculteurs qui traitent, et donc, de fait, ça traite leurs champs à eux de facto, puisqu'il y a moins d'insectes qui les ravagent. Il y a moins de ravageurs, il y a moins de problèmes. Et donc, si on arrêtait les pesticides sur la planète, on aurait très vite 15 fois plus de ravageurs et on reviendrait à la situation qui prévalait avant. Et le fameux avant, quand on dit oui, comment on faisait avant, ben comment on faisait avant, ben moi j'en ai parlé par exemple avec mon oncle, qui lui était un vrai paysan. Quand je dis que c'est un vrai paysan, moi je passais mes vacances à la ferme. Je veux dire, il n'avait pas de tracteur. Il y avait un gros monoaxe. C'est un énorme motoculteur sur lequel on pouvait faire un char de foin de 4 mètres de haut. Je veux dire, voilà, moi j'ai eu fait les foins à la main, je les ai eu fait avec le cheval. J'allais avec ma tante, j'ai fauché, j'ai fané, j'ai endainé avec le cheval. J'ai arraché les patates avec le cheval. J'ai fauché à la main, j'ai fauché à la moto faucheuse, j'ai ratelé le foin avec le râteau à foin, des grands râteaux de 1,60 m de large. Ensuite, j'ai chargé le char carré. Vous savez, ça fait une espèce d'énorme parallélépipède qui monte à 4 mètres de haut avec la corde qui passe par-dessus, qui le fixe. Voilà, je veux dire, tout ça, j'ai fait. Donc c'était vraiment un paysan. Ma tante faisait 3 000 m² de maraîchage. Ils avaient leur jardin potager avec lequel ils faisaient même la pension pour 13 personnes tous les jours. Donc je veux dire, voilà, c'est des gens qui toute leur vie ont connu ça. Et ils sont nés alors que les pesticides n'existaient pas. Ils ont connu l'arrivée du DDT. Ils étaient jeunes quand le DDT est arrivé. Donc c'est qui était le premier pesticide. Il est arrivé à l'époque comme un produit miracle, hein. Il était tellement miraculeux, le DDT est tellement inoffensif qu'on le vaporisait pour en faire de la publicité. On voyait des pubs avec des machines qui vaporisaient du DDT sur des masses de gens qui étaient assis à la terrasse, à la terrasse des cafés. Si, 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 si. Donc faut imaginer, quoi. En réalité, aujourd'hui, les gens en meurent.
Ceux qui ont été exposés à l'époque au DDT en meurent. Donc voilà, c'était vraiment un poison. Il a été très vite interdit, c'est pas pour rien. Et donc ça fait que ces gens savaient ce que ça faisait de se passer de pesticides. Et moi, moi j'en ai simplement parlé. Et les choses étaient simples. Il m'a dit, ben, on mangeait ce qui restait. Et donc, les légumes à l'époque étaient à moitié rongés. Vous aviez pas une salade qui était belle, hein, elles étaient toutes pleines de trous, elles étaient ravagées. Les haricots étaient à moitié bouffés. Dans les épis de maïs, il y avait des bestioles, et puis vous mangiez les grains qui restaient. Voilà. C'était ça, les récoltes à l'époque, avant les pesticides. Donc ça, c'est la réalité des faits. Et ça ne passerait plus. Ça fait que les récoltes étaient de mauvaise qualité systématiquement, chaque année, avant les pesticides. Avant les pesticides, il y avait des années de disette, puis des années de récolte maigre. Il n'y avait jamais de bonnes années, jamais, ça n'existait pas. Les bonnes années, c'était quand c'était presque normal, quoi. Voilà, aujourd'hui, une mauvaise année était une année presque normale à l'époque, quoi, pour illustrer. Donc, on ne peut plus se passer de pesticides, c'est pas possible. Par contre, on peut les réduire de 80-90%. En adaptant les techniques agricoles, en ayant des dispositifs de surveillance mondiaux, avec des systèmes d'alerte, de sorte que s'il y a un épiphénomène qui se produit quelque part, on va lutter contre cet épiphénomène. Il y a une concentration de ravageurs et on va traiter cette invasion-là, à ce moment-là, à un point donné. Et ma foi, ça va causer des dégâts locaux sur l'écosystème local, mais qui vont se redéployer depuis les autres écosystèmes locaux qui, eux, n'ont pas été touchés. Et donc, on peut arriver dans cette dynamique, mais ça va impliquer de mettre en place une agriculture qui soit capable de s'en passer. Et donc là, il faut absolument comprendre que le fait de, de, de lutter contre une limite avant les habitations, comme le font les agriculteurs qui s'opposent qui s'opposent à toute restriction en ce moment, c'est vraiment une absurdité, parce que même de mettre 150 mètres des habitations, c'est une grosse avancée, c'est aux agriculteurs de s'adapter. Ça fait déjà, il y a 20 ans, on leur disait déjà c'est le pire problème. Résultat, comment ils ont répliqué? Ils ont doublé la consommation. Et à un moment donné, s'ils veulent pas entendre, ben ma foi, faut intervenir, c'est tout. Il y a les agriculteurs qui eux ont entendu. Les témoignages d'agriculteurs qui disent moi j'y ai renoncé et je ne regrette pas de l'avoir fait, ils existent. Ça ne s'invente pas. Et c'est des gens qui, à la différence de ceux qui crèvent, puis qui gueulent et puis qui foutent le feu des pneus, c'est que ceux-là, ils gagnent leur croûte. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dilapider leurs revenus dans des intrants, ils ont moins de récoltes, un peu moins de récoltes, pas autant moins que ce qu'on pourrait penser, parce qu'au début, la récolte, elle plonge, hein, on a la moitié moins de récoltes, puis après, ça remonte. Après, on arrive on a des plants qui sont sélectionnés, qui sont adaptés, on a des cultures qui se stabilisent. C'est un autre système agricole et ça marche. Alors, on a moins de récoltes, on a moins de chiffre d'affaires, mais la récolte est plus qualitative et les frais sont beaucoup moins conséquents. Il y a moins de chiffre d'affaires, mais beaucoup plus de marge. Et donc, ça fait que le travail est plus tranquille, ça fait que les machines ont besoin d'être moins conséquentes, puisqu'on traite pas, il y a plus de machins pour traiter qui valent 80 000 balles. Je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. On travaille avec des machines plus simples, qui sont moins chères, donc des tracteurs plus petits, donc moins chers, donc qui sont moins périlleux s'ils cassent. Et donc, c'est des gens qui gagnent leur coup. Donc, on peut. Si on est agriculteur et puis qu'on est de bonne foi, on peut décider d'évoluer. On peut décider d'aller de l'avant. Et donc, le fait de prendre une mesure qui interdise à 150 mètres des maisons, c'est une bonne mesure. Ça l'est, clairement. Ça protège un minimum les habitations, ça réduit l'exposition aux pesticides. Quand on entend les paysans qui viennent nous dire que la France, les agriculteurs ne traitent pas par plaisir, qui traitent le moins possible, et blablabla, blablabla, eh ben, c'est pas vrai. Quand on entend que la France est dans le bas du tas pour l'exposition aux pesticides, c'est pas vrai. La France est un des plus gros consommateurs de pesticides. On consomme 2 fois plus de pesticides à l'hectare que les États-Unis. On pointe l'industrie agroalimentaire aux États-Unis, mais l'agriculture américaine consomme 2 fois moins de pesticides à l'hectare que nous.
Il y a un moment donné, il faut se poser des questions quand même. Aux États-Unis, 30% des agriculteurs ne labourent plus depuis des décennies. Le plus gros problème de l'agriculture, c'est le labourage. Alors, on nous dit, oui, mais si on laboure pas, il faut désherber. Non, mais ici, on désherbe et on laboure. Il y a un moment donné, il faut quand même. Je le sais parce que je l'ai vu faire. Je veux dire, ça se fait autour de chez moi, même si c'est censément interdit. Il y a des gens en France qui traitent au glyphosate les silos. Les ensilages, donc la nourriture qu'on donne aux bêtes, est traitée pour la désactiver. Non, mais faut arrêter de croire que les agriculteurs sont si propres que ça en France. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Et là, ceux qui protestent sont de très mauvaise foi. Et donc, je soutiens, mais fermement, très fermement, cette limite de 150 mètres des maisons. Et les agriculteurs qui ne peuvent pas s'y adapter, ben, tant mieux, ils disparaissent. Voilà. Je suis navré pour eux. Ma foi, leur mauvaise foi les aura coulés. J'espère qu'ils vont pas se prendre une poutre. Mais s'ils veulent pas, ils veulent pas. On peut rien pour eux. On ne peut rien. C'est comme un camé. Si vous ne pouvez pas obliger un camé à se désintoxiquer. S'il veut pas, il veut pas. Vous allez le mettre en état de manque perpétuel, puis dès que vous le lâchez dans la nature, il va aller se droguer. Eh bien, c'est pareil. Si le paysan, il veut pas, puis qu'il préfère aller brûler des pneus sur la rue, eh bien, il faut le combattre. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est le combattre pour s'opposer à son système que plus personne ne veut, qu'on ne veut plus, qu'on ne veut plus, on ne le veut plus. Parce que c'est pas parce que j'ai fréquenté les milieux agricoles, c'est pas parce que il fallait me voir, moi, sur mon épandeur. J'étais là, Ray-Ban, t-shirt, short, tongs. Je tenais mon tuyau là sur l'épandeur avec le pesticide au fond. Puis je remplissais là les 1500 litres. J'étais là, je me bronzais sur l'épandeur au soleil. Après j'allais dans mes champs avec l'épandeur. Voilà, puis je répandais tout ça. Mais j'ai mis des milliers, des milliers de litres de saloperie. Il y avait tout un tas de produits. Mais je l'ai fait. Je veux dire, voilà. Il y a un moment donné, il faut accepter l'idée d'évoluer. On peut faire autrement. S'ils ne veulent pas évoluer, ils coulent. Tant mieux. Tant mieux. Il ne faut pas les laisser protester comme ils le font, là. Il faut les combattre. Et il faut qu'ils comprennent que là, c'est fini. Stop. C'est tout. S'ils ne sont pas contents, c'est le même topo. Il n'y a pas à tenir compte de leur opinion. Parce que non, ils ne cultivent pas plus proprement que les autres. C'est pas vrai. La France est un des pires pays d'Europe pour la production agricole. C'est un des pires. L'environnement est sursaturé, surpollué de pesticides. À côté du beau domaine où je vivais en 98, il y a quelqu'un qui avait fait un lac d'irrigation. Dans le fond d'une vallée, il avait une rivière, alors il a simplement fait un barrage, et ça fait un beau lac de, je sais pas, 3-4 hectares. S'y baigner, c'est mourir. Hein. Il avait lâché un troupeau de moutons. Les moutons y ont bu, sont tous morts. Voilà, terminé. Pourquoi? Ben, à cause des pesticides. Le lac, il est très beau, c'est un endroit magnifique. Il n'y a rien qui vit dans ce lac, rien. Il est mort. C'est un niveau de pollution qui existe en France qu'on n'imagine pas. Et au niveau de l'érosion des sols, la France est un des pays au monde où les sols sont les plus érodés. Au monde. Les sols sont érodés. Il n'y a plus rien qui vit dans les sols français. Et quand vous dites ça aux agriculteurs, oui, c'est pas vrai, moi j'ai toujours vu ça comme ça. Autour de chez moi, tous les sols, ils sont beige, argile, beige. Moi je leur dis, ben il y a 80 ans, faut imaginer, il y avait une couche d'humus là-dessus. Ah, moi j'ai toujours vu ça comme ça, hein, voilà ce qu'on me dit. C'est de la mauvaise foi. Leurs arrière-grands-parents diraient, oui, oui, ici, il y avait de la terre noire, voilà. Là, non, 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 ils sont en train de remuer de l'argile. On enrichit cette argile, on y met dedans des plants sélectionnés qu'on engraisse à coups d'engrais, de machin. C'est ce que Laurent Bourguignon appelle de soigner des plantes malades, quoi. Voilà, c'est plus de la culture, c'est des soins des plantes malades. Pour éviter qu'elles crèvent, parce qu'il y a plus qu'il leur faut dans l'environnement, tellement les terres sont érodées. Et on le voit, les agriculteurs, là même sans traiter, le champ qui est derrière chez moi, durant des décennies, celui qui possédait le domaine que la maison où j'habite, qui à l'époque était un élevage de veaux, il y a une fosse à purin derrière la maison qui fait 36 mètres cubes.
avec 180 veaux, autant dire que fallait la vider souvent. Eh ben le gars, il remplissait sa tonne, puis il allait au milieu du champ qui lui appartenait à l'époque derrière, puis il ouvrait la vanne et il vidait ça au milieu du champ. Donc il y a eu des millions de litres de nitrate qui ont été vidés dans ce champ, donc il serait censément très très riche. Mais là, il moissonne, il déchaume, et il n'y a rien qui pousse. Un petit brin d'herbe ici, un petit brin d'herbe là, un petit brin d'herbe. Quand le terrain est riche, dès que vous avez moissonné, avant même de déchaumer dans les 10 jours qui suivent, vous avez déjà l'herbe qui pousse. Vous déchaumez, ensuite tout de suite ça repousse. 3 jours après, vous avez les herbes qui poussent. Là, il n'y a rien, c'est mort. C'est mort. Il n'y a rien, c'est plus de la terre, c'est de l'argile. C'est juste de l'argile, mais de l'argile cuite, quoi. Hein. C'est comme si elle était passée au four, comme si elle était stérile. Et le temps qu'ils recultivent autre chose, ben, ils vont désherber avant pour enlever les 2, 3 derniers brins d'herbe qui poussent. Voilà, ça c'est l'agriculture à la française. Et ça c'est pas normal. Il faut, je veux dire, c'est pas normal. On doit reconstituer nos sols et à un moment donné il faut faire quelque chose. Et là, voilà, c'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule. Vraiment, je rétablis la vérité parce que j'ai l'expérience de la chose, parce que j'ai des références. C'est le père de mon pote qui avait ce domaine, c'était vraiment un gros con. Maintenant, il est mort. Mais il faut reconnaître qu'en biologie, comme disait son fils, il avait une tête tronche de plus que les autres. Hein. Un jour, je me promenais sur cette future ferme pédagogique de 9 hectares. Puis là, il me disait, alors, vous voyez, Thierry, un jour, avec le tracto, j'aimerais que vous me fassiez un truc là. J'aimerais pouvoir y mettre une gloriette, comme ça on pourrait organiser des concerts classiques, machin. Ça serait bien pour l'animation, pour la ferme pédagogique. Moi, j'ai dit, ben, vous voyez, professeur, il y a toutes ces petites plantes là, on m'a dit que c'était endémique du coin. Et il faudrait les préserver parce que quand je vais travailler le champ, ben, je vais arracher tout ça. Il m'a dit, vous occupez pas de ça. Moi, j'en prends une feuille, j'en fais 10 000. Ça vous donne l'idée du bonhomme. Hein. Donc, donc voilà. Et donc, je veux dire, il y avait quand même un certain niveau quelque part, il y avait un niveau de compétence. Un jour, je lui dis, non mais vous pensez être agriculteur? Il me dit, oh, voilà. Et quand même, directeur de l'Institut de recherche agronomique de Changin. Il savait pas trop ce que c'était qu'un tracteur, mais cultiver quelque chose, ça, il savait ce que c'était quand même. Alors, je veux dire, voilà, j'ai de l'expérience du truc, je suis en plein dedans. Et ça, à un moment donné, il fallait que je vous le dise. Et là, voilà, vous en faites ce que vous voulez. À bientôt.